Justement, les élections présidentielles françaises, donc là on est entre les deux tours, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? On ne vous a pas encore entendu dans les médias français à ce sujet. Alors, une fois de plus, on arrive à la situation bien connue, où tous les 5 ans, le Front National, subitement, sort de la boîte comme un épouvantail. Me voilà, qui fait peur à tout le monde, et est instrumentalisé, éventuellement par un côté, voire par l'autre. Ça dépend. C'est Mitterrand, d'ailleurs, qui avait d'abord donné son essor au Front National, pour des raisons de calcul très claires. Il fallait diviser la droite. Bon. Ça, c'est un rôle, évidemment, dont se contentait le père. Donc Jean-Marie Le Pen, lui, ça lui convenait assez bien. Finalement, il servait d'alibi au système. Je pense que le système évitait de trop le détruire, puisqu'il fallait qu'il continue à exister. Et lui se contentait de ce rôle-là. Tous les 5 ans, il avait son grand show. Puis entre deux, parfois il n'existait pas, plus ou moins. J'ai une autre vision maintenant de ce qu'est en train de faire Marine Le Pen. Marine Le Pen, forte de son résultat du premier tour, devient évidemment incontournable pour le deuxième. Donc on s'aperçoit que tout à coup Sarkozy, il est plus le péniste que Marine. C'est quand même assez étonnant. Quand on prend le discours de Sarkozy depuis quelque temps, Marine Le Pen semble presque modérée à côté. Alors attention, ça donne quand même une autre tonalité à toute la politique à droite. Moi, je pense que Marine Le Pen, et elle a lancé cette idée d'une éventuelle préférence française, changer le nom du préférence nationale, donc de changer l'idée du Front National contre la résistance éventuellement de son père, pour essayer de créer des ponts, parce qu'elle a bien compris que si elle continue comme ça, et elle continue la politique telle que son père l'a définie, eh bien elle restera toujours dans ce rôle d'épouvantail qu'on sort de la boîte tous les 5 ans. Si un jour elle veut vraiment pouvoir influencer la politique, voire accéder à la plus haute fonction, il lui faut créer une sorte de front uni à droite, quelque chose de républicain et de souverainiste. Alors, cette idée-là, elle est en train de la lancer, on voit qu'elle va dans ce sens, elle pratique un discours beaucoup plus acceptable et consensuel, en tout cas que celui de son père. Mais il y a une condition, et c'est pour cette raison qu'à moins d'un sursaut, une extrémiste du peuple français en se disant on ne va quand même pas descendre trop vite aux enfers, c'est pour cette raison que Hollande sera élu, parce que Marine Le Pen a tout intérêt à ce que Sarkozy ne le soit pas. Est-ce que c'est pas problématique ça pour... Ça veut dire qu'elle joue la politique du pire, c'est-à-dire que avec Sarkozy elle se dit on a vu ce qu'il vaut, il vaudra pas plus les 5 ans suivants. Donc c'est la gangrène lente. La France descend, mais gentiment, lentement. Avec Hollande, l'avantage c'est que c'est rapide. Et quand c'est rapide, ça se ressent beaucoup plus fortement dans la population. Donc c'est un électrochoc qui peut permettre de remettre en question le fonctionnement global actuel et d'aller vers autre chose. Bien. Pour ça, il faut qu'elle soit en même temps qu'elle crée cet électrochoc, donc il faut que Sarkozy soit pas réélu et que l'UMP ensuite vole en éclats. Et ça, je pense que c'est programmé. Si Sarkozy n'est pas réélu, vous verrez, l'UMP, ça va très très rapidement voler en éclats, et une partie est récupérable par Marine Le Pen. Elle va récupérer certaines autres petites chapelles de droite, etc. Elle va fédérer tout ça, et elle attend que Hollande fasse ce que tout le monde attend de lui, qu'il mette la France dans la merde, quoi. Bon, elle est déjà, mais bon, il faut encore l'appuyer plus profondément. Je veux dire, c'est rare de voir un peuple qui vote pour un remède qui est pire que le mal, donc, ou bien qui va très très rapidement renforcer le mal. Ça, c'est assez saisissant, parce qu'il n'a pas les instruments pour améliorer les choses, en aucun cas. Je ne comprends pas comment, à partir du programme politique qu'il nous présente, il pourra sortir la France de la mouise. C'est vraiment impossible. Déjà pour Sarkozy, c'est pas évident, mais pour l'autre, c'est carrément impossible. Et là, ensuite, elle va bénéficier. C'est clair qu'à un certain moment, déjà aux prochaines régionales, législatives, ou comment ça s'appelle, voilà, elle va bénéficier. Vous y croyez alors à Marine Le Pen? La situation, lui est favorable par les erreurs qu'a commises Sarkozy, dont le bilan n'est pas si mauvais. Mais il a fait des erreurs de style, et en France, ça ne pardonne pas. On connaît un peu la France maintenant, il me semble qu'il a désacralisé cette fonction de présidence. Il paraît comme un petit pantin désarticulé, ou gesticulateur, ou agité, etc. Et on veut
dans la fonction du président une certaine dignité, une certaine prestance, une certaine... Et alors, sa voix, elle est parfaite. Donc s'il y avait que la radio, ça irait. Mais il y a le visuel, ça reste un abo, c'est un problème. Et alors s'il avait en compensation une incroyable sagesse intérieure, mais s'il l'avait eu, bah, il ne se représentait plus, et puis il lançait Fillon, et Fillon était élu. Voilà, mais cette sagesse-là, il ne l'aura jamais. Donc c'est des gens ambitieux qui finalement ne font de la politique que pour eux-mêmes. Et alors si Sarkozy n'est pas réélu, c'est donc que Hollande sera élu, et donc a priori tous les pouvoirs seront à gauche, vraisemblablement l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, la présidence de la République, une grande partie des médias. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, c'est que lorsque ça va s'effondrer, ils seront tous responsables. Là, ils ne pourront plus dire que c'est les autres. Donc c'est clair qu'ils vont devoir assumer. Et là, ça va faire très mal. Et ça va être rapide. Ce coup-ci, ça va être rapide. C'est pas une gangrène lente. Quand Mitterrand avait pris pouvoir en 81, la situation de la France était encore relativement viable. Donc, les premières mesures de Mauroy, là, qui étaient complètement idiotes, ils ont très très vite dû revenir en arrière, n'ont pas eu de répercussions carrément vitales. Hein. Mais là, actuellement, ça ne pardonne pas. Donc ça va être très très rapide. Et il y a une accélération de l'histoire quand même, à laquelle on assiste. Donc voilà, je pense que... mais c'est pas joué. Hein. Je ne suis pas encore totalement convaincu que Hollande le fera. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même dans les peuples tout à coup une sorte de sursaut de... comment dire, d'instinct de survie, où on se dit, non, attends, quand même, on n'aime pas Sarko, mais entre la peste et le choléra, non mais ce qui est dramatique, c'est pas ça, c'est de devoir choisir entre la peste et le choléra, c'est que le système français soit réduit à ça, qu'à un certain moment, on ait le choix qu'entre ça, qu'on n'ait pas le choix entre un bon et un encore meilleur que lui, ce qui devrait être le but. C'est d'avoir le choix entre deux personnes exceptionnelles, personnalités hors du commun, des personnalités avec des modèles différents, sont des phares hein, qui permettront... Non, là c'est... d'un côté, il faut éviter la catastrophe programmative, hein, puis de l'autre côté... un type qu'on haït du plus profond parce que vraiment, ben voilà, il a fait tout ce qu'il fallait pour faire faux, il l'a fait. Le choix est quand même limite, hein. C'est quand même incroyable. C'est un choix par défaut, c'est terrible. Et alors, certains disent que la véritable révélation de cette élection, c'est pas Marine Le Pen, puisque finalement, si on ajoute les scores de son père et de Bruno Maigret en 2002, on arrivait à peu près au score de Marine Le Pen, mais ce serait la montée de Jean-Luc Mélenchon, qui a donc appelé à voter Hollande au deuxième tour, sans traîner les pieds. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, ce retour des communistes au plus haut niveau politique ? Oui, bon, si Hollande prend le pouvoir, ça veut dire qu'une partie du pouvoir, je pense, va devoir être accordée aux communistes. Et ça, c'est au moins incroyable. Non, mais moi, je suis effaré. Vu de la Suisse, c'est tout simplement surréaliste. Vous avez vous avez écouté des meetings de Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui, non, mais j'ai écouté son message. Non, mais c'est incroyable. Tous les fantômes qu'on croyait vaincus ressortent de la tombe. Je veux dire, si on reproche à Marine Le Pen d'être d'extrême droite, entre guillemets, mais lui, c'est quoi alors ? Non, mais c'est du copier-coller, c'est du stalinien, ça. Alors évidemment, par contre, il faut lui reconnaître, c'est un tribun, c'est un orateur, c'est d'ailleurs là-dessus que ça se joue, et on s'aperçoit de l'effet néfaste des médias modernes, c'est-à-dire de la télévision, de l'image, la capacité de certains, parce que ce sont des orateurs hors pair, de manipuler la grande masse, qui est nourrie à l'image, qui n'a plus la distance critique, qui n'a plus ni les connaissances, parce qu'on a détruit le système scolaire, ni la volonté finalement de réfléchir de manière critique et de réfléchir par soi-même. Et alors ces gens, évidemment, sont les victimes du joueur de flûte de Hamelin. Hein. On joue aux flûtes, tous les rats vont se noyer dans la rivière. J'ai un peu l'impression qu'on assiste à cela. Dans le temps, un politique essayait de convaincre des électeurs. La technique moderne consiste à créer l'électeur avant, pour qu'un jour, ayant été formaté, il vote comme on entend qu'il vote. C'est terrifiant, ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, Mélenchon, pour moi, c'est vraiment l'expression de cela. Par contre, soit le vote de Mélenchon, soit le vote de Marine Le Pen ont un point de commun, c'est le refus de la mondialisation.
Alors, il y a plein de gens qui vont nous dire que la mondialisation, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, etc. Oui, mais il y a pas mal de cadavres sur le bord du chemin. Donc, il y a plein de laissés pour compte. On ne peut pas empêcher les échanges internationaux de se démultiplier, vu la rapidité des communications, vu Internet, les avions, etc. Par contre, qu'on garde un œil, je vois la Suisse le fait partiellement, sur l'économie de proximité, qu'on essaye quand même de ne pas détruire le tissu régional au détriment de multinationales qui viennent, prennent et partent. Bon, ça veut dire que l'argent doit circuler dans des cercles concentriques qui se compensent l'un l'autre. Ça, c'est une économie saine. Picsou, c'est terrible. Picsou, il est assis sur son argent, l'argent ne bouge pas. Donc c'est stérile. Donc l'argent doit être en circulation. Mais il doit être en circulation dans des cercles qui se complètent les uns les autres. Mais ça doit chaque fois être des cercles fermés. L'argent doit tourner dans ce cercle. Et des régions, des logiques de ce type-là sont à figure humaine. C'est-à-dire que moi je vais chez le boulanger envoie ses enfants dans l'école chez moi, etc. Quand il y a des clients, je les envoie chez l'hôtelier du coin, j'achète le vin du vigneron. Et on se soutient ainsi. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose, ça. Moi j'y trouve tout à fait un intérêt, parce que ça permet une vie digne à chacun. Et donc, si moi je suis bien, économiquement, psychologiquement, etc., et que mon voisin l'est aussi, tout le monde est gagnant. Par contre, croire qu'en faisant venir de l'extérieur un quelconque rapace qui vient, fait le travail, prend la mise et repart avec, là vous cassez ces cercles et vous créez des déséquilibres. Il y a toujours des laissés pour compte dans ce système. Mais la croissance aujourd'hui, elle est à l'export, elle est en Chine, en Inde, dans tous ces pays. Oui. Et vous avez des multinationales en Suisse, Novartis. L'export vers la Chine, ouais, je vois on exporte évidemment, mais on doit exporter vers des endroits où les gens... Nous aussi, nous importons des choses, bien sûr. Alors, ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes, par exemple, nous n'avons pas d'industrie automobile en Suisse. Alors, on importe de l'automobile. Pas Swatch. Oui, un petit peu. La Suisse, oui, mais la Swatch, oui, non, mais c'est des épiphénomènes. Non, mais je parle le gros du parc automobile en Suisse, on n'a rien, on a vraiment rien. Puis la Swatch, c'est pas un épiphénomène. Donc, ce qu'on ne produit pas, par exemple, voilà, ici, les bananes ne poussent pas, donc on importe des bananes. D'accord, on est bien d'accord, c'est clair. Mais il y a des branches de l'économie qui sont traditionnellement implantées chez nous, qui sont assez fortes. C'est grave lorsqu'un pays se déséquilibre et qu'il passe à la monoculture. On a vu la monoculture du café, ce qu'elle a représenté pour le Brésil dans les années 70, où ce pays a été ruiné parce qu'il est passé d'une polyculture florissante à une pure monoculture. Avec l'effondrement du prix du café, ce pays s'est retrouvé ruiné et ça a fait grossir simplement les gens qui ont afflué dans les favelas. Et vous avez un dépeuplement des campagnes. C'est pas un équilibre souhaitable, c'est pas une évolution souhaitable. Donc l'export, oui, je ne suis pas contre l'export. Je dis juste qu'il faut des garde-fous pour certaines branches économiques qui nous tiennent à cœur. Je donne un exemple pour la Suisse, c'est l'agriculture de montagne. Il est clair que quand on prend les Alpes, je prends les Alpes valaisannes où je vis, ça culmine à 4500, 4800 mètres, même proche des 5000 mètres, et puis ça descend jusque vers, au niveau du lac Léman, c'est à 380, et puis Sion, où je suis, c'est à 600 environ, 580. Voilà, ça se situe là. C'est tout pentu. Ce sont toutes des petites parcelles accrochées au flanc des montagnes, difficiles d'accès, difficiles à être exploitées. Alors si vous mettez cette agriculture-là en concurrence directe avec les grandes surfaces planes et industrialisées, avec une économie, une agriculture industrialisée de l'Union européenne, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas concurrencer au niveau du prix. Donc j'estime qu'il est normal qu'un pays comme la Suisse protège cette agriculture de montagne qui représente une plus-value, soit au niveau de l'entretien du paysage, la sécurité, parce que les prairies de haute montagne qui sont fauchées, etc., sont moins sujettes à provoquer des avalanches l'hiver, etc. Il y a différents aspects de ce type-là. Et puis, il y a la traçabilité des produits, parce que c'est de l'agriculture intégrée. Donc, les produits sont de haute qualité. Ce ne sont pas des poules en batterie, puis des animaux traités et puis nourris à la farine animale, etc. C'est vraiment encore des produits d'une valeur ajoutée. Moi, je suis d'accord de payer plus.
C'est pas ça qui va me ruiner, c'est pas le panier de la ménagère qui me ruine au fond dans mon budget familial. Alors ce genre de choses, oui, un pays peut décider souverainement de le protéger. Alors le problème c'est que l'Union européenne, elle, tout est coupé à la même hauteur, c'est le champ de blé, c'est la diversité du champ de blé. Un blé ne ressemble à rien de plus qu'un autre épi de blé, quoi. Mais vous avez aussi des emplois qui sont créés localement par des entreprises étrangères, donc ça apporte aussi de la richesse à la Suisse. Oui, alors ça, je vais vous dire ce que ça provoque. Ça provoque que ces gens-là, il faut leur accorder des bénéfices, des avantages fiscaux tels que finalement ils rapportent au niveau des impôts, pour ainsi dire, ils créent des places de travail, et puis dès qu'il y a une autre place de production plus favorable, ils disparaissent. On a eu des cas maintenant, ces dernières années, très évidents en Suisse. En plus, ils font monter horriblement le prix du terrain. Donc je peux vous dire, une famille suisse normale, elle peut quasiment plus vivre à Genève, parce qu'elle n'arrive plus à payer le loyer. Vous avez des phénomènes secondaires qui sont extrêmement défavorables. La création d'entreprises, s'il y avait la réciprocité, que nos entreprises suisses pouvaient éventuellement obtenir des marchés en Italie du Nord, etc., mais là vous n'accédez pas, il y a de telles barrières bureaucratiques qui vous sont mises sur le chemin que vous n'avez aucune chance d'aller planter un clou dans le nord de l'Italie. Donc l'échange n'est pas réciproque. Je pense que ce qui s'est passé au niveau des grandes unités de production lors du monumentalisme qui a prévalu, disons à partir des années 80, où on ne jurait que par les multinationales, par les énormes usines, ces mammouths démultipliés, démesurés, qui ont tous fini par mordre de la poussière, tout comme les entités politiques qui avaient ce même défaut. C'est pas pour rien que les dinosaures ont fini par disparaître. Donc, on s'aperçoit que les PME, les petites et moyennes entreprises, survivent beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un avantage, elles sont flexibles. S'il y a un tissu économique à soutenir, et c'est le 95% du tissu économique en Suisse, ce sont les petites et moyennes entreprises, mais qui, elles, ont un avantage. Elles sont socialement responsables, elles sont ancrées dans le territoire. Donc, elles ne peuvent pas délocaliser aussi facilement et ne peuvent pas donc surseoir à leurs responsabilités sociales. C'est pour cette raison que les petites et moyennes entreprises me sont beaucoup plus sympathiques que les grands mastodontes. Voilà. Et donc pour revenir et conclure sur les élections françaises, donc si la gauche passe, comment la Suisse réagira selon vous ? Alors nous, on ne va pas tellement réagir, on va simplement souhaiter la bienvenue à tous les exilés de France qui ne vont pas manquer à affluer. Donc beaucoup de gens vont tout simplement venir vivre en Suisse même, je pense. Un certain nombre de Français vont venir vivre en Suisse. Il y a un certain nombre de capitaux qui vont aller vers la Suisse, même si la France va tout faire évidemment pour éviter ça. Mais la fuite des capitaux sera inévitable, elle aura lieu. Ils ne pourront pas tout contrôler. Et le problème le plus important, c'est ce que j'ai exprimé il y a quelques jours à la télévision en Suisse quand on m'a interrogé sur ce sujet. Quel entrepreneur va-t-il encore trouver l'énergie, la volonté, l'enthousiasme pour créer une unité de production en France avec les mesures que Hollande est en train d'annoncer? Il est masochiste s'il fait ça. Donc, toute personne française désireuse de créer quelque chose, disposant d'un certain dynamisme, d'un certain activisme, va le faire ailleurs. Ça va être la destruction définitive de la France en tant que pays industrialisé. Donc, et puis alors avec la dette abyssale qui leur pend au nez en plus, comme je vous ai dit, je ne vois pas comment cette personne, avec ce que je sais d'elle, avec son programme, c'est quelqu'un qui est parfaitement ancré à gauche, hein, c'est vraiment la pensée socialiste, vraiment à la limite communiste, avec en plus l'obligation de donner quelques pans de pouvoir à des types comme Mélenchon. Je ne vois pas comment, à moins de transformer la France en dictature, hein, une sorte de Corée du Nord, bon, alors à ce moment-là c'est clair, on peut essayer de survivre sur la base de d'autres règles, mais ça va être des conflits sociaux à n'en plus finir, une paupérisation, une destruction des classes moyennes. La pression pour la Suisse ne sera pas que positive. C'est un peu Cassandre là, non ? Parce qu'il y a des gens comme Manuel Valls, par exemple, dans l'entourage de François Hollande, entourage très proche,
qui sont plutôt libéraux, plutôt assez proches de vous, non? Ouais, bah alors ils vont être cassés par leur propre électorat. Parce que leur électorat, c'est pas ce qu'il attend. Et j'ai l'impression que ces gens-là, très rapidement, ils s'apercevront qu'ils seront dans... Moi je veux dire, si Hollande est élu, j'aimerais pas être dans sa peau. Non, mais ça va être terrible pour lui. Vous verrez, je donne 2 ans. Et vous verrez, ce que je viens de dire là, s'avérera comme étant tout à fait juste. Hein. Donc il sera dans une situation mais absolument catastrophique lui-même. Il ne saura plus que faire, il ne saura plus à quel sens vouer. Parce que c'est sa propre... Ceux qui l'ont porté là ne le portent pas par enthousiasme. C'est par défaut. On vote Hollande pour ne pas voter Sarkozy. C'est pas là-dessus qu'on construit une relation de confiance entre un dirigeant d'un pays et son électorat.